Bonjour à toutes et à tous. Je vois que la salle est pleine aujourd'hui pour parler d'éthique, ça fait plaisir. On voit bien les thèmes qui intéressent les médecins généralistes. Hein. Aujourd'hui, on est là pour parler d'éthique en e-santé. Vous verrez que notre commande, c'était « Mon logiciel était éthique » et on reviendra sur cette question plus tard. Pourquoi est-ce que, en réalité, on ne peut pas en parler comme ça? Mais globalement, l'e-santé, vous la vivez. Certaines personnes dans les exposants en vivent, ça tombe bien. Et nous, on est là pour discuter avec nos chers invités de qu'est-ce qui fait l'e-santé et qu'est-ce qui fait surtout qu'elle est éthique ou pas. Pour ça, on a donc des invités de grande valeur. On commencera par vous présenter le docteur Sandra Malac, qui est hématologue, mais pas que, puisqu'il se trouve qu'elle connaît un petit peu l'éthique aussi, c'est son domaine. Elle est surtout directrice du Ségur de Ville, que vous vivez, parfois certains le subissent en ce moment, mais croyez-moi, elle a vraiment armé de toutes les meilleures intentions au sein de la délégation du numérique en santé de notre cher ministère de la Santé. Nous avons aussi, j'ai mis docteur hein, parce que tu as passé ta thèse. Donc il est docteur en philosophie et il fait de la recherche en histoire des idées à l'université de Côte d'Azur. Damien Lacroux va nous parler aussi d'éthique avec l'IA, ce nouveau terme que vous entendez parler un petit peu partout depuis quelques mois, quelques années pour les plus à l'écoute et qui est un petit sujet aujourd'hui et qui va évidemment énormément grossir, comme vous le savez tous, dans les prochaines années. Et nous avons, dois-je le présenter? Mais oui, je vais le présenter, le docteur Pascal Charbonnel, qui est médecin généraliste et qui a aussi une petite connaissance, une petite expertise en informatique médicale, en e-santé, puisqu'il a été à la fondation du logiciel médical AlmaPro, que vous connaissez peut-être, qui est un logiciel associatif, mais il est aussi de tous les bons coups en e-santé. Il a été à la fondation d'EBM France, il fait aussi des DPC, il a participé à une cellule d'éthique du ministère aussi. Nous avons donc ces personnes de haute qualité à qui je vais vous demander, enfin évidemment je vais vous demander de les entendre et surtout d'écouter leurs messages sur qu'est-ce qui fait que nos logiciels sont éthiques. Sandra, est-ce que tu peux commencer à nous en parler? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui l'éthique des logiciels métiers par exemple? Merci beaucoup David, merci beaucoup à tous pour votre présence aujourd'hui. Donc, bon, l'éthique médicale, hein, c'est quelque chose qu'on connaît tous et de longue date, puisque c'est inscrit dans notre ADN depuis l'origine, depuis nos plus jeunes âges avec le serment d'Hippocrate, où on voit qu'on a un certain nombre de concepts qui nous portent. Alors, Hippocrate l'a pas formulé avec ces 4 principes de l'éthique en santé, que sont assez classiquement l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice, mais on voit que c'est des principes qui globalement infusent notre pratique et notre pratique, pour ne pas parler de sacerdoce. Et donc, quand on parle de numérique en santé, une question qui est venue assez naturellement au sein de nos travaux, c'est certes il y a l'éthique médicale, certes il y a le numérique en santé, mais comment on fait pour essayer de croiser tous ces éléments? Est-ce qu'il est possible d'avoir une numérique en santé? Et assez précocement, s'est posé la question à travers tous les travaux nationaux autour du numérique en santé, de savoir quelle place il y avait pour l'éthique et s'il y avait une place. Et donc, la discussion a fait l'objet de travaux au niveau international. Et là, alors que la France avait en 2022 la présidence de l'Union européenne, de façon assez intéressante, on s'est rendu compte que finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'éthique et les principes éthiques étaient quelque chose qui suscitait un large consensus. Ainsi, un texte de proposition française sur l'éthique du numérique en santé qui reprenait 16 principes, qui paraissent être des principes d'assez bon sens, ont été votés à l'unanimité dans le cadre de ces travaux européens. Alors du coup, l'unanimité dans les instances européennes, c'est pas toujours facile à obtenir, c'est même assez exceptionnel. Et donc là, sur ces 16 principes du numérique en santé, tels que inscrire le numérique en santé dans un cadre de valeurs humanistes, donner la main aux personnes sur le numérique, sur leurs données de santé, développer un numérique en santé inclusif et mettre en œuvre un numérique éco-responsable. C'est des éléments sur lesquels on a trouvé ce consensus et finalement qui ont donné lieu à ce déploiement de grands principes de l'éthique du numérique en santé et qui sont devenus un socle de tous les travaux qu'on mène
dans le cadre du ministère et plus largement du numérique en santé. Je ne sais pas si vous êtes familier de cette maison de la e-santé qu'on retrouve dans différents travaux et depuis la fin des années 2010, où on a tous les services socles dont certains vous embêtent au quotidien, du coup les objectifs d'interopérabilité, du coup le fait d'avoir une entité commune claire et partagée par tous les acteurs pour les patients avec l'identité nationale de santé, le fait d'avoir des échanges sécurisés entre professionnels avec la messagerie sécurisée de santé. Donc tout ça, c'est des éléments qu'on appelle les services socles, sur lesquels derrière, on va y venir élaborer un certain nombre d'outils, mais on avait déjà cet objectif d'avoir des fondations communes partagées par tous les acteurs. C'est ce qui est en train de se mettre en place. Et dans ces fondations communes partagées par tous les acteurs, il y a l'éthique qui a sa place et sur lesquelles on se reponce fortement. Alors, si elle est en bas, c'est pas que ça nous est égal et qu'on le met à la cave. Hein. C'est vraiment parce que c'est quelque chose qui est extrêmement fondateur et qui va derrière infuser dans tout le reste. Donc, quelles sont ces grandes définitions du numérique en santé qu'on s'est donné collectivement? Donc, on tourne autour de ces mêmes principes que l'éthique globalement en santé, avec la bienfaisance, la non-malfaisance que vous retrouvez, la justice, l'équité, l'autonomie, auxquelles est venu se rajouter l'éco-responsabilité. Je vous laisserai en prendre connaissance, mais derrière, il y a toute une politique autour de l'éthique du numérique en santé qui s'est déclinée. Il y a des outils pratiques, avec par exemple des petites vidéos, à visée même d'acculturation des personnes eux-mêmes. On se dit que c'est un sujet dont doivent s'approprier, y compris les patients. Donc il y a des petites vidéos qui expliquent les principes éthiques de la téléconsultation, les principes éthique de la téléexpertise, les principes éthiques de Mon Espace Santé. Vous savez que c'est un projet Mon Espace Santé qui suscite beaucoup d'intérêt et d'énergie de la part des pouvoirs publics, avec du coup cette illustration que j'ai trouvée très représentative bon, c'est ma bosse, hein, mais il se trouve que je la trouve particulièrement chouette cette phrase, montrer l'exemple d'une vision du numérique qui soit humaniste, faite par les citoyens, co-construit avec les acteurs. Donc les acteurs, c'est par exemple vos éditeurs, c'est évidemment vous-même et vos représentants, les professionnels, les premiers concernés, lucides et réalistes. Il ne s'agit pas de faire de l'éthique éthérée qui soit de l'éthique en chambre, mais vraiment quelque chose qui soit applicable et concret sur le terrain, avec une part d'éthique à la française, parce que c'est vrai qu'on a un certain nombre de spécificités, et c'est pas un hasard si c'est la France qui a porté ce texte au niveau européen. Donc la déclinaison pratique, ça donne lieu, on va le voir dans un instant, à par exemple un logiciel, un référentiel de ce qu'est un logiciel de gestion de cabinet éthique. Alors c'est des travaux qui sont encore en cours de finalisation, mais donc il y a eu un groupe de travail qui s'est réuni, puis qui a saisi qu'est-ce que ce serait qu'un logiciel qui serait éthique. Une fois que ce groupe a fini de bosser, ils l'ont soumis aux éditeurs, qui ont fait un certain nombre de remarques. On l'a soumis à des représentants de professionnels qui ont fait un certain nombre de remarques. On l'a soumis à des associations de patients qui l'ont diffusé très largement et qui ont fait un certain nombre de remarques. Et donc actuellement, on en est à la finalisation de ces travaux. L'objectif étant derrière que ça se décline au sein de vos logiciels, que vous puissiez savoir si vos logiciels répondent ou pas à tel ou tel critère éthique et que bientôt tout ça soit disponible très largement. Alors qu'est-ce qu'on y trouvera? Bon, on revoyait hier avec le docteur Charbonnel, c'est pas encore en ligne, mais ça le sera de façon très prochaine, au moins dans sa version de travail. Donc on voit des critères autour des principes qu'on évoquait depuis tout à l'heure. Donc de quelle manière un logiciel répond aux besoins des utilisateurs et comment ça procure un bénéfice à l'utilisateur en premier lieu. Les critères précisant de quelle manière le LGC n'est pas toxique pour les utilisateurs et ne leur cause en aucun cas un préjudice. Les critères précisant que finalement c'est le médecin qui est maître de la façon dont il l'utilise. Les critères de justice et d'équité, du coup une égalité de traitement entre les personnes et l'éco-responsabilité. Il faut qu'on puisse savoir si notre logiciel est extrêmement consommateur ou bien si quand il passe l'éco-score, il est plutôt économe en énergie dans les situations qui est actuellement la nôtre. Ça se décline de plein de façons. Donc ce logiciel cette éthique des logiciels, également une plateforme d'éthico-vigilance dont le docteur Charbonnel pourra vous parler plus loin et sur lequel, dans le lien, vous trouverez les éléments. Donc si vous tapez éthique du numérique en santé, vous tomberez sur la page dédiée. Et du coup, là, si vous avez des problèmes d'éthique du numérique en santé que vous voulez dénoncer ou faire remonter, donc vous avez une plateforme comme la pharmacovigilance, d'éthico-vigilance. Et donc tout ça n'est pas qu'un vœu pieux, puisque c'est même inscrit dans la loi.
les critères éthiques, c'est devenu opposable. Depuis 2023, ça a été inscrit dans le cadre du PLFSS et donc tous ces éléments, ces référentiels deviennent des critères qu'on peut opposer à vos éditeurs. Donc il n'y a pas encore de sanctions qui sont prévues. Pour l'instant, on est dans la co-construction, le partage, mais c'est pas des choses qui doivent rester encore une fois des travaux éthérés, mais l'objectif c'est bien que ça s'inscrive dans la réalité de vos besoins et de ceux de vos patients. Voilà en quelques mots. Merci beaucoup Sandras pour ce petit tour d'horizon de ce qui se fait actuellement. Mais je suis certain que Pascal Charbonnel aura d'autres éclairages à nous apporter sur cette éthique. Oui, bonjour, merci. Alors, d'où je parle, comme m'aurait dit Barthes, je suis médecin généraliste. Je consulte 3 jours par semaine et j'ai toujours consulté 3 jours par semaine et puis j'ai toujours fait autre chose à côté. Je fais de l'informatique médicale depuis 1973. J'ai les preuves si vous voulez le voir. Et puis je suis membre du bureau de la Fédération des médecins de France dans sa branche généraliste. Je suis membre du comité d'instruction de la plateforme d'éthico-vigilance. Et je suis président de CPTS et je suis élu, enfin bref, je suis généraliste quoi. Un peu partout. Hyperactif quand même. Hein. Non, je veux bien la souris. Et puis quand on m'a posé, quand David m'a gentiment invité à cette session, je me suis dit, c'est quoi finalement, enfin qu'est-ce qui fait qu'on en est amené à parler éthique pour un outil professionnel? Moi, je suis biberonné au code de déontologie, je suis élu ordinal, pardon, oui. Et puis on me dit, bah, est-ce que ton logiciel il est éthique? Et donc je suis parti d'autre chose. Je suis parti de l'auscultation, ça je connais. Et il y a très longtemps, l'auscultation, c'était avant le stéthoscope. On écoutait en médiate comme ça. C'était comme ça quand moi j'étais petit, enfin je suis pas si vieux que ça, mais quand le médecin venait à domicile, ma mère préparait un grand mouchoir, etc. Et donc à ce moment-là, la réflexion éthique sur l'auscultation, c'était on va se laver les mains et on va éviter que les microbes passent d'un patient. Donc déjà sur l'outil de l'oreille, il y avait un truc autour de l'éthique. Puis après il y a eu un stéto, comme vous en connaissez tous. J'ai essayé d'identifier, en fait le seul truc que j'ai trouvé, c'est le stéto qui serait peut-être avec marqué le nom d'un laboratoire dessus, ça existait à une certaine époque, j'en ai pas retrouvé de photos. Et puis, on a des stéthoscopes de plus en plus sophistiqués, ils sont capables d'enregistrer les données qu'on écoute et puis de les filtrer. La question, c'est comment un outil qui filtre ce qu'on entend quand on ausculte un patient, il est capable, enfin, on est capable de dire, bah voilà, ce filtre-là est un bon filtre pour les données en général. Et puis après, il y a des trucs super complexes qui fait qu'à partir du son de l'auscultation, on est capable de vous reconstruire des patients en 3D. Comment s'assurer que la transformation de ces données qui vont arriver à nous aider à faire un diagnostic continue à respecter les règles éthiques. Finalement, c'est pareil avec l'informatique, si on regarde bien au début. Il y avait ça, enfin, ouais, ça date franchement ça. Donc là, le but, c'était d'éviter de mettre l'écran entre le patient et nous pour continuer à les regarder, et c'était un vrai souci. Et puis après, on s'est mis à traiter de la donnée. Quand on traite de la donnée, ben ça veut dire qu'on les recueille, ça veut dire qu'on les met dans un endroit sur notre machine et que les patients nous font confiance pour nous les confier, et puis ils savent bien que la confiance réciproque, c'est les données restent chez vous, docteur, et elles vont pas sortir de là. Donc, l'étape éthique de cet outil-là, c'était de dire je verrouille bien mon coffre et je fais en sorte que, sauf accord du patient, j'en sorte pas. Et puis, moi je suis président de CPTS, alors ça c'est un sacré sujet, l'éthique, les données médicales, les logiciels de partage, et quelle est la vigilance éthique qu'on doit avoir dans cette pratique-là. C'est très complexe, j'ai pas de réponse là-dessus, et je crois que personne n'a une réponse uniforme. Moi j'ai tendance à dire qu'une donnée, ça s'échange si ça a un intérêt de l'échanger.
intérêt pour le patient. Et puis, bien sûr, si le patient est d'accord. Vous êtes comme moi, vous tombez sur des patients qui vous tendent la carte vitale en vous disant, bah, vous allez tout savoir sur moi parce que sur ma carte vitale, il y a tout. En fait, il n'y a rien. Et donc, il y a cette confiance présupposée des patients qui fait que quand on a de la donnée, eh ben, ils savent que nous, on va en faire quelque chose d'éthique. Alors, en répétant le mot éthique, j'ai l'impression c'est le pire et la meilleure des choses, quoi. C'est qu'est-ce qui fait que le patient nous fait confiance dans ce qu'on fait. Pour moi, c'est la définition. Enfin, il y a quelqu'un de beaucoup plus calé sur ce genre de choses que moi là. Et voilà. Donc, comment on va accompagner cette évolution de la pratique qui fait qu'on part d'une auscultation médraque en arrivant à des outils très techniques et qui vont nous aider même à prendre des décisions. Et puis en plus, comme il va bien nous connaître, il va éviter, il sait très bien comment on fait des erreurs, alors il va nous éviter de les faire. Il y a un bouquin qui décrit ça très bien, c'est l'intelligence artificielle va nous éviter, va connaître nos défauts et éviter, ouais mais toi tu penses toujours à ce type de diagnostic, tu ferais mieux de penser à autre chose de temps en temps. Et là, on passe une étape, c'est-à-dire qu'on passe de l'étape de l'éthique, c'est fait pour garantir la sécurité des données aux patients, à l'éthique, c'est garantir l'utilisation des données et d'avoir une maîtrise suffisante des outils professionnels de manière à ce que quand je prends une décision en m'appuyant sur des outils professionnels, je sais que la décision que je prends est appuyée sur quelque chose qui est éthiquement acceptable pour les patients. Voilà. Alors, ça, c'est mon point de vue. Alors, je baigne dedans depuis longtemps. Je pense que cette réflexion de l'évolution, je suis assez étonné que le code de déontologie ne se soit pas encore saisi de cet aspect qui me semble être au cœur de ça, c'est de protéger, de dire aux médecins, voilà, votre cadre d'exercice évolue très très vite. Alors, ne vous inquiétez pas, vous êtes irremplaçable, mais dans ce cadre qui évolue, vous avez à inventer, à définir des nouvelles règles qui vont vous garantir ce cadre, autant pour vous que pour vos patients. Ça paraît tout bête dit comme ça, mais c'est un peu la traduction des travaux qu'on peut mener ensemble avec l'équipe de Sandra sur quel est le cadre, quel va être le cadre de tout ça, et quel va être le cadre de manière à ce qu'il soit suffisamment ferme pour être béton pour les patients et suffisamment souple pour qu'on continue à travailler. Et c'est cet équilibre ça, et moi je trouve qu'on est un plateau multivarié qui est bien là-dessus, qui est de dire, voilà, on essaye d'être... je peux pas m'empêcher de citer Trotsky de temps en temps. Trotsky disait le révolutionnaire doit être un pas en avant des masses, pas deux. Alors nous, on essaye d'être révolutionnaire, mais il faut pas qu'on soit trop devant par rapport à vous et qu'on fasse le go-between entre des réglementations, des choix européens qui sont forts. Je suis assez épaté de voir à quel point l'Europe est protectrice sur un certain nombre de réglementations, c'est assez fort là-dessus. Et le fait que la pratique au quotidien, elle doit pas se faire à ce niveau-là, mais on reparlera tout à l'heure. Je sais pas si tu veux que j'en parle maintenant du référentiel ou je sais plus où j'en suis. Ouais, les outils. Il y a deux outils, et ça me paraît intéressant qu'il y ait ces deux outils. Il y a cette plateforme d'éthico-vigilance qui est née à l'initiative du professeur Brigitte Serroussi, qui a dit, bah voilà, on va parler éthique et médecine et numérique, et dans ce cadre-là, eh ben, il faut qu'il y ait un endroit où les patients peuvent dire, là, j'ai détecté quelque chose qui va pas. C'est pas un outil fait pour les médecins ou pour les professionnels de santé, c'est un outil fait pour les patients. Et puis après, il y a le référentiel d'éthique. Alors, c'est quoi cette plateforme? Bah, elle est disponible sur le site de l'Agence du numérique en santé. C'est un cadre qui dit, voilà, s'il y a un usager qui considère qu'il y a des dysfonctionnements d'ordre éthique dans les systèmes d'information, c'est là où j'ai le droit de déposer ma demande. Et puis après, alors on va pas rentrer dans les détails, mais c'est important comme outil, vous pourrez aller voir sur le site, il est assez facile d'accès, de dire les patients peuvent dire, bah voilà, là il y a un truc qui s'est passé, c'est pas bien. Alors j'ai pris un exemple, mais j'en ai
plein d'autres, puisque j'ai fait partie de cette commission. Voilà. L'usager qui dit « Je ne retrouve pas dans mon espace santé le compte-rendu de ma dernière consultation dans un éminent hôpital parisien. » Et là, cette commission est très pluriprofessionnelle. Moi, mon réflexe de généraliste, c'était de dire, bah ouais, mais c'est pas mon problème. C'est, j'ai pas écrit dans le dossier et alors j'ai pas le temps. Et puis comme j'avais un peu une âme militante, ça m'ennuierait que le médecin soit sanctionné parce qu'il n'a pas eu le temps de déposer le compte-rendu de consultation alors qu'il voit 80 patients par jour aux urgences et qu'il a des conditions de travail déplorables. Donc on a discuté et en fait c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire, le patient a dit, moi, mon médecin généraliste n'a pas eu les infos, pour moi c'est une perte de chance. Boum, c'est un peu rude à entendre quand même. Et après, donc, on a discuté avec le responsable informatique de la PHP, qui a dit, bah, ouais, mais c'est difficile de donner accès au logiciel aux praticiens parce que c'était un remplaçant qui n'avait pas sa carte vitale, etc. Et puis, en fait, c'est parti, mais c'est pas parti chez le bon médecin, et voilà. Et ce qui était intéressant, c'était qu'une question c'est du numérique. J'ai pas un fonctionnement qui me va bien en tant que patient citoyen. Je pose le sujet et on regarde comment on peut fluidifier cet aspect-là. Et les aspects, ils sont autant techniques que de la pratique médicale, et ça peut être une panne, ou ça peut être un dysfonctionnement, ou ça peut être rien du tout. On se dit c'est pas un sujet. Je vais vous donner un autre exemple. Un médecin qui est hospitalisé dans son établissement et qui s'aperçoit que en fait il y a au moins 20 personnes qui sont allées consulter son médecin et aller chercher des infos sur lui. Et la question qui a été posée, c'est comment un logiciel d'établissement peut mettre des garde-fous de manière à ce que ces dérives éthiques n'existent pas. C'est-à-dire comment l'outil numérique est une aide à l'éthique par rapport à ça. Et on est en permanence en train de basculer entre ce qui relève de la responsabilité du professionnel de santé, ce qui relève du logiciel et ce qui relève de l'institution ou du parcours de soins. Et il me semble que ça, c'est un des points essentiels. C'est-à-dire que cette espèce de mutation de l'éthique étant essentiellement, il n'y a pas si longtemps, quelque chose de l'ordre de la relation médecin-malade, à quelque chose qui est de l'ordre de la relation entre le citoyen, le médecin, ses outils et le système de santé. Je reprends ma casquette de militant généraliste. Moins on subira ça, et plus on sera à l'aise dans notre exercice professionnel. Et moi, j'ai la chance de travailler avec un logiciel que nous avons conçu à quelques-uns, parce qu'il faut rester maître de ces outils de production, ça c'est Marx. Mais l'idée, c'est, voyons comment on peut appliquer tout ça dans une vraie réflexion professionnelle sur les outils. Le cadre de l'éthique du numérique en santé, c'est un ensemble de réflexions, pour l'instant, on va dire ça comme ça, sur voilà comment, et je vais vous donner des exemples sur les différents chapitres pour voir en quoi, mais ça c'est pour allez, après-demain, pas forcément demain, mais c'est quelque chose qui va vous appliquer. Vous allez voir vite fait. Les 4 axes qu'on a définis tout à l'heure, on se les rappelle vite fait. La bienveillance. Alors ça, c'est des extraits du référentiel. Je les ai mis quasiment en intégrale. Je pense qu'il y a 90 critères. Mais voilà. Il y a plein de logiciels qui sont en ligne. Il y a plein de logiciels où finalement, le médecin délègue à son éditeur le fait de traiter les données. Et puis, et ça date pas d'hier, il arrive que l'éditeur ait tendance à utiliser ces données pour ce qu'on appelle pudiquement des finalités secondaires. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. Bon, pour l'instant, on va appeler ça une charte d'éthique. Cette charte d'éthique est dit, si votre éditeur décide de proposer
une utilisation différente des données, ça peut être de la recherche, ça peut être du marketing, ça peut être n'importe quoi, il faut qu'ils vous le disent clairement et qu'ils vous donnent les moyens de demander clairement à vos patients s'ils sont d'accord. La question n'est pas de l'interdire, la question c'est de donner de la transparence par rapport à cette éthique de l'outil professionnel. On aurait pu faire le choix inverse de dire c'est interdit de commercialiser des données. En fait, on sait que le vrai monde, il n'est pas comme ça. Donc on a essayé de composer. Alors je dis parce que je fais partie de ce groupe de travail, il y a des éléments que je partage pas, mais l'idée c'était de dire ok, quel cadre on met pour que les éditeurs soient pour que les utilisateurs que sont les médecins soient le plus à l'aise, en sécurité par rapport à leurs outils métiers. Alors, c'est intéressant parce que ça, c'est très européen. Non seulement il faut qu'ils nous informent, mais il faut qu'ils prouvent qu'on a bien compris ce qu'ils nous avaient dit. C'est très utopique, on est d'accord. Mais au moins, ça met le cadre de dire, vous pouvez pas faire semblant en 3e alinéa du contrat à la 4e page, en tout petit, de dire, ouais, vous nous avez autorisé. Ah, non, il faut que ça soit clair et lisible. Et les tribunaux, dans des tas d'autres domaines, savent très bien faire la différence entre quand le prestataire s'est assuré de la bonne compréhension du client. Ça, c'était côté bienveillance. Côté non-malveillance, aucune publicité... Alors là, on a été... il n'y a pas photo. Aucune publicité ne doit apparaître à l'écran lorsque le ECG est ouvert. Aucune publicité. Il n'y a pas de discussion possible et il n'y a pas marqué publicité pour les médicaments. Il y a marqué aucune publicité. C'est-à-dire que l'éditeur, il n'a pas le droit d'essayer de vous vendre une Mercedes parce que les médecins achètent des Mercedes, c'est bien connu. Il me laisse combien de temps ? Je t'interromps 2 secondes, juste pour dire... Pour les plus jeunes d'entre vous, ça vous paraît complètement délirant de voir une pub dans le logiciel métier. Sauf que certains d'entre nous se souviennent encore que des logiciels métiers que nous ne citerons pas aujourd'hui, qui commencent par cross et qui se terminent par ouais, ont à un moment mis comme fond d'écran des publicités pour des médicaments que l'on pouvait prescrire dans le même dit logiciel. Et c'était pas il y a si longtemps que ça, puisque j'étais interne. Je sais pas quel âge vous me donnez, mais dites-vous que voilà, c'était pas il y a si longtemps que ça. Donc c'était important de le préciser. Ça a existé. Moi, je me rappelle avoir un jour prescrit un Revaxi. On m'a dit vous êtes sûr que vous voulez pas prescrire un Repevax Vous avez regardé la différence de prix entre le Revaxi et le Repevax? Il y en a un qui vaut 3 fois plus cher que l'autre. Je referme la parenthèse. Donc, voilà, là-dessus, il n'y a pas photo, on ne discute pas. Après, alors, je crois que du coup, j'ai fait un mouvement. Le LGC donne des outils simples permettant aux professionnels de santé d'exclure les patients qui ne veulent pas qu'on utilise leurs données. Voilà. Je vous ai extrait quelques exemples du référentiel pour vous dire dans quel ordre ils travaillent. Ça va être vachement compliqué pour les éditeurs de l'intégrer et ça va forcément nécessiter des échanges intenses avec les utilisateurs. Mais plus il y aura d'échanges entre les utilisateurs et les éditeurs et plus la vie sera belle professionnellement, je pense. D'autres exemples. Alors, oui, là maintenant, malveillance, j'ai fait. Notez bien ça, parce qu'on en reparlera 2 dias plus loin. Le logiciel ne peut en aucun cas prendre de décisions à notre place. Notre métier de généraliste, c'est de prendre des décisions complexes en situation d'incertitude. Je ne connais pas de meilleure définition de ça. C'est nous qui prenons les décisions. Le BM, dont je suis un farouche partisan, c'est 3 cercles, la science, les médecins et les patients. À aucun moment, la science à elle seule doit se suffire pour prendre une décision. Et le logiciel, je dirais pour être ferme, ne doit pas être complice de ça. On n'est pas là pour appliquer des recos, on est là pour lire les recos et regarder si elles vont bien avec nos patients. Il me reste un peu de temps ou je suis très en retard? Je peux y aller, merci. Le logiciel permet d'éditer sous un format lisible les traces d'accès aux patients. Je ne sais pas si vous êtes beaucoup à avoir ouvert et à utiliser mon espace santé que l'État... Mais tiens, par curiosité, ceux qui ne l'utilisent pas, levez la main. Ça serait, je fais l'hypothèse que... En tant que patient, hein, pas en tant que professionnel, mon espace santé. Oh, vous êtes des citoyens plutôt avertis alors.
à chaque fois que vous utilisez mon espace santé, qu'un médecin met un truc dans votre dossier, vous recevez un mail ou vous recevez un truc en disant « Coucou, on a regardé ce qui vous regarde ». Si c'est logique, c'est comme dans tous les tests d'intrusion, c'est simple. Interdire à qui que ce soit de regarder un dossier, c'est très utopique. L'interdiction, ça marche pas pour les contrôles. Je suis conseiller ordinal, on a sanctionné des médecins qui étaient allés voir le statut vaccinal du président de la République. C'est normal, ça se fait pas. Mais pour pouvoir... Non, c'était pas. Si celui qui est auquel tu penses, c'était pas ce statut-là. Bref, ce que je veux dire, c'est le meilleur moyen de protection des données médicales du patient, c'est quand quelqu'un lui dit « Coucou, il y a un professionnel qui regarde ». Et s'il est 4 heures du matin et que... Ben non, j'ai pas donné cette autorisation. Donc, le logiciel doit permettre d'accompagner les patients dans cette démarche de protection de leurs données. Et en plus, il doit y avoir un mode d'emploi. Alors encore une fois, c'est très utopique et c'est compliqué, mais c'est rappeler 2-3 valeurs, et je citerai aucun logiciel métier, mais ça va quoi. Il faut que les médecins aient un outil, enfin quand vous utilisez n'importe quel outil professionnel, vous avez un mode d'emploi, sinon ça va pas. Et ça, c'est un outil professionnel comme les autres. L'équité. Alors c'est intéressant parce que celui-là, c'est un peu l'opposé de l'autre, mais quand même. Le LGC dispose d'une capacité d'alerte, c'est-à-dire de dire là, oui, ok, c'est bien, mais vous prescrivez un antidiabétique, mais enfin, ça fait quand même 4 ans qu'il n'a pas eu de créate, vous êtes sûr? Pardon, mais je crois que j'ai fini. Donc, bah oui, voilà. En fait, je suis pas très bon avec les outils techniques. Donc, le logiciel doit permettre, si le médecin en est d'accord, de l'accompagner dans des décisions, c'est-à-dire de lui mettre des outils corrects d'aide à la décision. Pourquoi cet article existe? Il existe pour que les logiciels arrêtent de dire non, non, on va pas faire parce qu'on veut pas interférer. Non, mais c'est pas la question. La question, c'est si on vous demande de vous faire, vous faites. Et c'est là un peu d'avancer vers une codécision entre l'éditeur et l'utilisateur sur ce qui doit être dans son logiciel métier ou ce qui ne doit pas l'être. Je pense que j'ai fini. Ah oui, alors la responsabilité environnementale, je l'ai mis, mais je dois reconnaître, je ne sais pas ce que c'est que l'outil EcoScore, mais je suis sûr que c'est vachement bien. Voilà. En gros, quand vous faites une requête sur ChatGPT, vous consommez une baignoire de flotte. Je garde cet exemple parce qu'il m'a vraiment frappé. C'était l'exemple initial pour faire réagir les gens, sauf qu'en réalité, il y a d'autres études qui sont parues depuis et qui te disent que ça consomme beaucoup moins que ça. Par contre, il y en a un qui est vrai, c'est quand vous faites une recherche sur Google, vous consommez une ampoule à économie d'énergie, certes, mais pendant 1 heure. Donc ça veut dire que si vous avez la possibilité de faire des raccourcis, faites-le, ça vous évitera de consommer une ampoule pendant 1 heure. Donc, c'est dans l'air du temps. Et c'est normal que les gens soient sensibilités. Ça, c'est pas une éthique professionnelle, c'est une éthique citoyenne. Après, il y a encore 2-3... Encore une fois, je pense que ce référentiel est pas en avant des mains s'il est 3-4 pas, mais on va y arriver. Voilà. Au total, moi, ce qui me paraît essentiel pour vous sensibiliser, c'est de dire, les usagers du système vont avoir leur mot à dire. Et à titre personnel, je pense qu'on ne peut que s'en féliciter. 2, il y a des exigences complémentaires qui vont être transmises aux éditeurs par des gens qui sont vos représentants, mais vous avez tout à fait le droit de mettre votre nez là-dedans, d'aller voir et de dire je ne suis pas d'accord. Et 3, pour nous, médecins, l'éthique va petit à petit aller très au-delà de ce qui était défini dans le serment d'Hippocrate ou dans d'autres outils. Le texte de Maïmonide est bien plus clair là-dessus. Pour aller vers nous sommes responsables de notre environnement numérique et de l'usage qui en est fait sur un plan éthique. J'ai pas parlé d'intelligence artificielle, pas parce que je n'y connais rien, mais parce que je pense que c'est
c'est le sujet d'après-demain. Mais déjà, si on règle tous ces aspects-là de sécurisation de ce périmètre-là d'exercice, on aura fait le plus gros du chemin. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, fun fact, c'est la deuxième année qu'on m'a demandé de faire un sujet sur l'éthique du logiciel métier, et c'est peut-être la première année où on y répond un petit peu. Mais moi, j'avais un a priori qu'on ne va pas traiter aujourd'hui officiellement, donc c'est pour ça que je voulais juste en dire quelques mots, sur aussi qu'est-ce qui fait l'éthique du logiciel métier, et je sais que ça ne rentre pas dans ce référentiel officiellement, mais je sais que c'est aussi un raccourci que vous allez peut-être vouloir faire vous, c'est on va dire, quelle est l'éthique de l'éditeur? Comment est-ce qu'il fonctionne? Comment est-ce qu'il réfléchit? Quel est son mindset, comme disait Startupper? Comment est-ce qu'il trouve des sources de financement? Est-ce qu'il lève des fonds? Auprès de qui? Est-ce qu'il est autofinancé? Est-ce qu'il est collaboratif, associatif? Ce genre de questions. Et ça, c'est la première chose à laquelle on pense. On pense au financement, parce qu'avant tout, évidemment, c'est le nerf de la guerre, le pognon, la thune, ok, comment est-ce qu'on paye des développeurs pour faire le logiciel et qu'est-ce qu'ils ont en tête au moment où ils le développent. Et on en reparlera plus tard, vous verrez, parce qu'il y a des choses qui se font, en tout cas, autour de l'IA, et en tout cas, il y a une certaine réflexion qui va se faire aussi, justement, grâce au référentiel sur l'éthique des LGC. Juste une petite question, vous savez tout ce que c'est un LGC? Ok, ça me paraît important de donner la vision. LGC, c'est logiciel de gestion de cabinet. Globalement, au début, on parlait de dossier patient, après on a parlé de dossier patient informatisé, après on a parlé de logiciel métier, qui est peut-être la dénomination que vous connaissez à peu près tous, sauf qu'aujourd'hui, pour de vrai, dans tous les textes, c'est plus logiciel métier, LM, c'est LGC, logiciel de gestion de cabinet, parce que ça va bien au-delà que le simple dossier patient, ça peut faire la facture, ça peut faire voilà, la compta, ça fait les réunions d'MSP, ça fait tout ce que vous voulez, des scores, de la téléconsultation, tout ça, bref, vous le savez. On a parlé du financement, mais il n'y a pas que le financement dans la vie, il y a aussi la gouvernance. Et ça, c'est moins évident pour les gens qui ne connaissent pas forcément la façon dont fonctionnent les entreprises, puisque la plupart du temps, ce sont quand même des entreprises. Moi, c'est mon côté capitaliste, après le côté marxiste, hein, je fais la balance. Faut de tout. Et en fait, vous pouvez tout à fait avoir des gens qui financent, mais qui n'ont pas leur mot à dire. Et ça, c'est quelque chose aussi à avoir en tête, parce que vous pouvez avoir une entreprise qui va vous dire « Ah oui, mais nous, on est financé que par des fonds éthiques, par l'État français, via la Banque populaire d'investissement, ce genre de choses. » Oui, mais ils n'ont pas leur mot à dire. Ils n'ont aucune place dans le board, ce qu'on appelle de l'entreprise, ils n'ont pas de place dans le conseil d'administration, ils la ferment, et ils ont beau aligner les ronds, on s'en fout de leur avis, même s'ils pourraient justement... replacer la barre au centre, ou en tout cas avoir des demandes un peu plus éthiques ou ce genre de choses. Voilà, je voulais juste que vous ayez ça en tête, ça ne rentre pas officiellement dans le cadre de l'éthique, c'est pas vraiment de l'éthique, mais ça fait peut-être partie de votre éthique personnelle quand vous allez choisir un LGC parmi tous ceux qui existent. Et on va placer un petit encart pub à ce moment-là. Pour ceux qui ne le savent pas, je préside une association qui s'appelle 100 000 médecins.org et qui a pour but de permettre à vous, médecins, d'évaluer vos logiciels métiers avec vos critères pour permettre à tous les autres de mieux s'y retrouver dans ce Far West numérique. Bref, on a un petit stand juste là à la sortie. Vous venez quand vous voulez plus tard, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Moi, il y a une question que je voulais poser à cette assemblée. Aujourd'hui, on est dans, on va dire, les balbutiements de l'utilisation de l'IA en santé. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà utilisé des choses qu'on appelle IA, à raison, à tort, par exemple les assistants de consultation qui viennent écouter ce qu'on dit, faire un transcrit et ensuite faire un résumé. Effectivement, le résumé est fait par une IA et ça vous donne quelque chose de bien joli, mais on est vraiment, on va dire, à mon sens, personnel, plutôt dans une définition marketing de l'IA, puisque c'est pas vraiment ce à quoi ça peut servir. On s'attend tous évidemment à ce qu'on puisse avoir des recommandations personnalisées par rapport au patient, à ses antécédents, à son vécu, à notre vécu, pourquoi pas, comme le disait tout à l'heure justement Pascal, qui va s'adapter à nous, notre façon de fonctionner. Aujourd'hui, ces algorithmes commencent à émerger, et évidemment, nous avons tous, je pense, dans l'inconscient, cette idée que si on devait choisir entre ce que nous disent nos tripes, le fameux gut feeling, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui a été beaucoup étudié aux États-Unis, pour globalement dire l'intuition médicale.
Si on devait se fier à notre intuition ou aux recommandations d'une IA qui vient nous dire ah, tu t'es complètement planté, gros c'est pas du tout une cholécystite, je pense que c'est plutôt une pancréatite. Est-ce que aujourd'hui, levez la main ceux qui utiliseraient quand même la suggestion de l'IA et qui la considéreraient comme tout à fait légitime dans leur raisonnement. Allez-y, n'ayez pas honte, on va renoter personne. Voilà. Toi, tu fais une lipase. Ouais, non, mais t'as peut-être raison. Peut-être que c'est complètement à côté de la plaque. En tout cas, il y a des gens qui, évidemment, vont écouter ça. Maintenant, je vous ai dit aujourd'hui, avec la représentation que vous avez aujourd'hui d'une IA. Vous connaissez tous, évidemment, son imperfection. Elle peut mettre 6 doigts à des mains. Voilà, elle va complètement être à côté de la plaque. Vous avez tous vu des mèmes sur Internet qui parlent de profondes débilités que peuvent nous sortir parfois des IA génératives. Maintenant, faites ce petit exercice mental. Replacez-vous dans 5 ans, dans 10 ans. Dans 10 ans, quand nous serons dans un monde où peut-être les IA auront pris beaucoup plus de place dans nos vies. Peut-être que nous aurons tous des assistants personnels, peut-être même qu'ils seront plus sur de téléphones, mais sur des lunettes connectées, comme le pensent les grands patrons de la Silicon Valley, et que nous aurons tous finalement notre propre assistant personnel, à base d'IA, qui pourra nous recadrer dans la vie de tous les jours, et finalement, il sera beaucoup plus il sera plus impliqué dans notre vie. Essayez de vous projeter à ce moment-là, si ce moment-là existe. C'est de la science-fiction aujourd'hui. Non, c'était de la science-fiction hier. Aujourd'hui, c'est une possibilité crédible avec les données de la science, avec les données déjà qu'on a aujourd'hui. Donc essayez de vous placer dans 10 ans. Dans 10 ans, vous exercez toujours. Vous avez votre petit Gemini Cricket là. Mais si, il exercera toujours dans 10 ans. Vous avez votre petit Gemini Cricket là sur l'épaule qui vous souffle dans l'oreille et qui vous dit « Ouais, là t'es en train de faire une grosse connerie quand même !» C'est pas du tout une cholécystite, c'est une pancréatite. Ce compagnon que vous voyez tous les jours, qui vous aide à faire vos courses, qui vous aide... Projetez-vous. Combien lèverait la main, combien écouterait beaucoup plus cette IA avant de revoir leur diagnostic? Je ne vous demande pas de lever la main, vous ne pouvez pas encore le faire vraiment aujourd'hui. C'est un exercice de projection. C'est juste pour vous dire que ce petit exercice mental, vous aurez peut-être à le faire, vous aurez peut-être à le vivre, et c'est pour ça que vous avez vos représentations, vos vécus de soignants, d'humains tout bêtement, qui utilisent une IA balbutiante aujourd'hui, qui commence à devenir de plus en plus crédible, mais est-ce qu'il y a déjà des travaux qui ont été faits là-dessus et sur le vécu des patients? Et c'est pour ça que c'est le moment où j'ai envie de donner le micro à Damien Lacroix à côté de moi, qui justement a réfléchi sur ces questions-là. Merci. Je vais prendre ce micro. Et du coup, pour faire la transition, David, ça a été fait, hein, du coup, pour la relecture de la mammo chez les radiologues, pour le dépistage du sein, ils se sont rendus compte qu'il vaut mieux mettre l'IA après la relecture du radiologue. S'ils la mettent avant, le radiologue se fie à l'IA. C'est QFD. Ouais, enfin en même temps, c'était une cholécystite. Autant pour le dépistage en mammo, et c'est pas toute la radiologie, ça, c'est vraiment, du coup, les modèles existent depuis une dizaine d'années, maintenant ils sont vraiment aboutis, les anapates, ils y sont pas encore. Ouais. Alors du coup, il y a des... pour l'instant, le mieux, ça reste la relecture par 2 médecins. On répondra aux questions après, sous ton contrôle, David. On a encore la présentation de Damien qui est passionnante. Du coup, le mieux, c'est 2 médecins, mais 2 médecins, ça coûte cher. Un médecin et un IA, c'est moins cher. Juste pour vous faire marrer, sur les radios aux urgences, il y a pas mal d'IA qui ont été mises en place pour accélérer les parcours patients aux urgences. Et autant aujourd'hui, on considère que les radios interprétées par IA peuvent trouver effectivement des petits détails qui étaient vachement chiadés et qu'on n'aurait pas forcément trouvé. Autant ils sont capables de passer à côté du gros putain de trait de fracture comme ça que vous ne pouviez pas louper. Ça, l'IA, elle peut le louper. Damien, c'est à toi. Oui, j'enchaîne. Merci. Alors moi je suis philosophe, donc chercheur en philosophie, et je vais essayer de cadrer philosophiquement les enjeux de l'e-santé et de la santé algorithmique. Alors je suis chercheur dans un programme de recherche qui s'appelle Miracle, je vous le fais court,
qui a pour objectif de créer un algorithme d'aide à la décision médicale pour prédire les risques de récidive de patients touchés par le cancer du poumon non à petites cellules. Donc je travaille en partenariat avec des bioinformaticiens, des médecins, des pneumologues, des informaticiens, et je suis allé au contact de patients. Donc c'est un projet européen, donc Italie, Espagne, Allemagne, enfin c'est vraiment un gros truc. Dans ce projet, j'ai pu mener des entretiens semi-directifs. J'ai donc des entretiens avec des patients, notamment à la Maison de la Ligue contre le cancer de Toulouse, en Italie, à Meldola également, association de patients, association de médecins. Donc tout ça pour vous dire que tout ce que je vais vous dire là s'appuie sur mes recherches. Et en fait, je vais vous livrer une partie de mes résultats de recherche par rapport aux réflexions philosophiques en e-santé. Alors, je vais commencer avec les patients que j'ai pu rencontrer. Alors, ce qui va être intéressant, c'est pas de savoir si ce que je vais dire est vrai ou faux. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir comment les patients raisonnent. Donc à la limite, que ce soit vrai ou faux, peu importe, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir comment les patients imaginent l'évolution de la relation médecin-patient à l'ère des IA d'aide à la décision médicale. Alors, je vous fais un petit compte rendu, je vais aller vite parce que ce qui m'intéresse, ce sera la partie beaucoup plus philosophique et un peu plus technique. Mais en gros, au niveau des perceptions des patients, j'ai repéré, donc on a fait des analyses conversationnelles avec des collègues philosophes, et on a repéré quatre grandes crainte, entre guillemets, des patients. La première qui ressort, c'est la crainte d'une perte d'autonomie des médecins au contact des IA d'aide à la décision médicale. Donc ça, pour le dire très rapidement, c'est ce qu'on appelle la crainte du biais d'automatisation, c'est-à-dire la crainte que le médecin laisse de côté sa faculté de juger, sa faculté critique pour faire peut-être trop confiance aux IA. Pour avoir discuté avec pas mal de bioinformaticiens et d'informaticiens, et c'est également, on le voit également dans la littérature scientifique, aujourd'hui il y a énormément d'IA, de plus en plus, qui sont statistiquement plus fiables pour prendre certaines décisions que la moyenne des décisions des médecins. Donc en gros, cette crainte, c'est la première crainte qui est sortie de quasiment tous les patients. Vraiment, ça c'est sorti, tous les patients ont mentionné ça. La deuxième crainte, c'est la crainte d'une confiance qui serait fragilisée avec le médecin. Alors ça, c'est un peu particulier parce que une bonne partie des patients, notamment français plutôt, ont signalé qu'ils avaient énormément confiance aux médecins, et notamment aux médecins généralistes, que pour eux c'était un point vraiment un point central, et qui seraient prêts à transférer leur confiance dans des IA d'aide à la décision si le médecin généraliste en qui ils font confiance a confiance en ces outils. Donc en fait, il y a un transfert de confiance en quelque sorte qu'on a repéré, mais à une condition, selon la moitié des patients interrogés, c'est que le médecin reste, le décideur final, là je reprends leur terme, et deux, que le médecin soit capable de communiquer correctement sur l'utilisation qu'il fait des IA pour qu'il reste consentant en fait dans ce qu'il y a, donc principe d'autonomie en gros. Voilà pour le deuxième point. Troisième point qui serait un corollaire, je dirais, du deuxième, c'est le risque d'une confrontation entre l'IA et le médecin. Alors on a remarqué en étudiant les conversations des patients qu'il y a une forme d'anthropomorphisme, c'est-à-dire que les patients projettent une cognition dans les outils d'IA. C'est comme si la cognition humaine pouvait s'opposer à la cognition d'un outil que consulterait le médecin pour l'aider à s'orienter dans le diagnostic ou le pronostic. Et alors là, si tu peux, ouais, super. Et alors là, ça c'est un travail de reconstruction philosophique. Alors je vais aller vite. Du coup, on a reconstruit avec les patients la façon dont ils imaginent la délibération médicale à l'ère des IA d'aide à la décision. Et alors, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que en réalité, les patients n'incluent pas l'outil IA dans le processus délibératif du médecin. Et alors ça, les médecins, bien sûr, contredisent ce genre de schématisation, mais là, encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est que pensent les patients. Ce qu'ils considèrent, en fait, c'est que la délibération médicale se fait avec le corps médical seul,
en quelque sorte, tant que le corps médical est capable d'évaluer correctement une maladie ou de prendre des décisions. Si jamais les médecins ont des doutes, à partir de là, selon eux, ils consulteraient un outil d'aide à la décision pour voir si ce qu'ils pensaient est confirmé ou infirmé par l'IA. Donc en fait, si vous voulez, vous avez deux blocs. La délibération médicale qui serait strictement humaine selon eux, et la décision finale où le diagnostic, pronostic fait par le médecin pourrait s'opposer au diagnostic ou pronostic que proposerait une IA. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant philosophiquement, c'est que les craintes d'une IA qui s'opposerait au médecin et toutes les autres craintes qui sont corollaires à tout ça, repose en réalité sur un présupposé épistémologique fort, c'est que la consultation que ferait le médecin de l'IA d'aide à la décision interviendrait a posteriori du processus délibératif, comme si elle était extérieure à la délibération. Et alors ça, c'est extrêmement intéressant, parce que qui dit extérieur dit qu'on peut s'opposer. On peut s'opposer à quelque chose, c'est-à-dire que l'IA serait face à moi, les outils d'IA seraient face à moi pour infirmer ou confirmer ce que je pense. Mais si l'IA est statistiquement plus fiable que la moyenne des décisions des médecins, que vaut ma parole si l'IA s'oppose à moi? Voilà le genre de questions qu'on se pose en philosophie. Super. Alors, ensuite, on a discuté avec d'autres médecins. Je passe vite parce que je veux aller sur le reste. Où, en réalité, le couplage dans la délibération médicale est très différent selon les pneumologues avec qui j'ai pu discuter. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que les patients eux-mêmes ne se rendent pas compte que les IA infusent partout, de plus en plus partout, dans les processus délibératifs en oncologie. Alors, très rapidement, les oncologues s'appuient sur des arbres de décision en fait, pour s'orienter dans leur diagnostic. Et en fait, il y a des études qui montrent qu'il y a de plus en plus d'IA qui vont modifier certaines branches, les affiner finalement pour augmenter ces arbres de décision et les rendre plus performants. Or, la délibération médicale, c'est le médecin qui interagit avec ces arbres de décision pour avancer dans le diagnostic. Et ça, les patients n'en ont pas du tout conscience. Pour eux, on a eu des témoignages où ils nous disaient les arbres de décision, c'est quelque chose, et l'IA, c'est différent. Mais non, en fait. Parce qu'il y a plein de branches dans les arbres de décision qui sont déjà augmentées par l'IA. Donc, bon, voilà, je passe. Tu peux... Super. Et donc voilà, les deux modèles délibératifs. Donc un modèle où la diagnostic pronostic du médecin pourrait s'opposer au diagnostic pronostic de l'IA, ça c'est ce qu'on a remarqué en écoutant les patients, versus un modèle délibératif où en réalité le pronostic ou le diagnostic du médecin ne fait plus sens aujourd'hui sans les outils qu'il utilise déjà, comme les arbres de décision en oncologie par exemple. Alors, et là, le dernier point, une médecine trop technicisée au détriment du vécu du patient. Je passe parce que je veux vraiment parler du reste. Alors, après vous avoir... tu veux faire une transition ou j'enchaîne ? Moi, je voulais juste vous raconter une petite blague, encore une fois. C'est que je vous ai dit tout à l'heure que c'était la deuxième fois qu'on m'avait demandé d'animer une session sur « Mon logiciel est-il éthique ?» C'était le titre qu'on m'a donné. Tu confirmes? Pierre, devant, confirme. C'est bien le titre qu'on m'a donné. Mon logiciel est-il éthique? Et quand on s'est vu pour la première fois pour commencer à faire le cadre de cette session, en fait, Damien à côté m'a dit « Mais en fait, on ne peut pas dire ça. Parce qu'en fait, le logiciel, il ne peut pas être éthique ou pas. C'est pas le logiciel qui l'est, éthique ou pas. C'est la façon dont on le conçoit. » Et là, je vais laisser Damien vous expliquer pourquoi. Alors, je ne veux pas me faire des ennemis dans cette salle. Mais alors, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de réfléchir sur la relation éthique-technique en santé algorithmique en s'appuyant sur l'IA Act. Alors, je ne vais pas entrer vraiment dans le détail de l'IA Act, mais grosso modo, est-ce que vous voyez ce que c'est? Avant que je... Alors je vais y aller donc très vite. L'IA, c'est une réglementation européenne qui est entrée en vigueur depuis peu, je ne sais plus exactement depuis quand, mais c'est très récent, hein. C'est récent, ouais. Qui vise à encadrer l'usage de l'intelligence artificielle avant tout en fonction de son niveau de risque. Et son objectif, c'est d'assurer un développement, je cite,
éthique et sécurisé des systèmes d'IA tout en favorisant l'innovation. Donc l'idée, ça serait de ne pas non plus ralentir trop l'innovation. Merci. Est-ce que tu peux aller sur l'autre? Super. Alors, l'IA Act, c'est avant tout quelque chose qui va classer les logiciels en fonction de leur impact potentiel et de leurs risques. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail du classement, mais en gros, en médecine ou en santé, l'IA Act considère qu'on pourrait avoir affaire à des logiciels à risque et que par conséquent, dans ce secteur particulier, les logiciels qui vont être designés vont être soumis à des exigences strictes, et des exigences strictes dont je vais parler maintenant, notamment la transparence, la supervision humaine, la robustesse et plein d'autres principes. L'IA Act, c'est avant tout protéger les droits fondamentaux des citoyens européens, c'est avant tout ça, mais c'est également encadrer les usages dans des domaines sensibles, et encore une fois, la médecine fait partie des domaines sensibles. Du côté de l'Altai Checklist, alors l'Altai Checklist vient, alors juste Altai désolé pour mon accent, Assessment List for Trustworthy Artificial Intelligence. C'est en quelque sorte un complément moral, si je puis dire, de l'IA Act. Alors elle a été mise en place par la Commission européenne et elle est censée aider, orienter, soi-disant, les concepteurs, les ingénieurs, pour qu'ils puissent implémenter des principes dans leur nouvelle technologie. Alors, il y a 7 principes clés que les concepteurs devraient implémenter dans leur technologie. Je passe sur ces 7 principes, mais toute la difficulté, ça va être de savoir véritablement comment un concepteur, un ingénieur, va designer une technologie à partir des principes donnés par l'IA Act pour rester éthique dans le domaine de la santé. Petit aparté, vous avez déjà tous entendu cette expression qui dit que les États-Unis innovent, la Chine copie, l'Europe réglemente. C'est totalement vrai, c'est-à-dire que du côté de l'Europe, si on veut entrer entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire en concurrence, mais avec les États-Unis ou la Chine, l'Europe, à travers son IA Act, cherche en réalité, ou du moins nous vend des IA qui, elles, auront le mérite d'être éthiques. Et la question, ça va être de savoir qu'est-ce qu'on entend par éthique, parce que éthique, on l'utilise à toutes les sauces, mais au bout d'un moment, il va falloir le définir en fait. Alors, je voudrais d'abord vous parler de quelque chose dont on ne peut pas faire l'économie lorsqu'on réfléchit en philosophie de l'intelligence artificielle appliquée à la santé. C'est le fameux dilemme de Collingridge. Alors, qu'est-ce que ça dit concrètement? Ça dit que on a des difficultés différentes à designer une technologie en fonction du moment que l'on prend comme point de référence pour designer la technologie. Je m'explique. Quand on est au tout début, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore la technologie de fait et qu'on doit la faire, en réalité, on a un contrôle absolu sur tout ce qu'on peut faire. C'est-à-dire on peut corriger la technologie comme ça, décider d'implémenter tel principe à partir de telle technique, etc. Un contrôle absolu. Mais par contre, l'anticipation de l'impact de la technologie est quasiment impossible. Alors vous allez me dire, si, on peut projeter, on peut imaginer. Oui, on peut imaginer, sauf qu'on aura toujours en réalité des effets qui échapperont à toute forme d'anticipation. Et le dilemme dit qu'en réalité, lorsqu'on est sur une technologie en phase finale qui a pu être déployée dans la société, eh bien, en réalité, le rapport s'inverse. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on n'a plus aucun contrôle, c'est-à-dire que les effets, on les subit, c'est-à-dire on voit concrètement ce qui se passe avec les utilisateurs, avec les membres de la société, ça peut d'ailleurs modifier des dynamiques sociales, mais ça c'est un autre sujet. Donc on n'a plus de contrôle, mais par contre, on voit tous les impacts, c'est-à-dire on a accès à ce qu'on ne voyait pas au moment des phases de design de la technologie. Alors, pourquoi je vous parle du dilemme de Collingridge? Parce qu'en réalité, le dilemme de Collingridge invite les concepteurs des technologies à trouver un juste équilibre, c'est ce fameux point intermédiaire là que vous voyez au milieu, un juste équilibre entre d'un côté ce qui relèverait de l'anticipation des risques et de l'autre côté ce qui relèverait de la rétroaction, c'est-à-dire une fois qu'on voit les effets, comment on peut rétro-pédaler pour corriger les technologies.
Voilà. Ça, c'est le dilemme de Colin-Gritch. Alors, je voudrais vous prendre un exemple concret pour vous faire comprendre ce dilemme. Alors, on peut prendre par exemple une IA qui serait utilisée pour prédire le risque de cancer à partir de données, alors de données par exemple génétiques, omiques au sens large, ou d'imagerie médicale. En phase initiale, on pourrait se dire qu'on aurait du mal à réguler, à proprement parler, la technologie. Par exemple, pour les biais algorithmiques, et ça j'y reviendrai, les biais algorithmiques, est-ce qu'on ne va pas favoriser certains groupes de patients en créant une technologie qui serait entraînée sur tel pool de données, par exemple? Est-ce que l'impact sur la relation médecin-patient ne va pas générer des biais d'automatisation dont je vous ai parlé sans qu'on puisse les anticiper? C'est-à-dire avant que les médecins n'utilisent cette technologie, comment on peut savoir si les biais d'automatisation seront véritablement, si les médecins vont véritablement développer ce type de biais? Ou encore les conséquences psychologiques pour les patients. Est-ce qu'on n'aurait pas à partir de là une forme d'anxiété à prévoir? Des patients qui seraient jugés à risque sans symptômes, etc., etc. Donc vous voyez, au début, les concepteurs pourraient imposer des règles strictes pour essayer de réglementer tout ça. C'est-à-dire ça, vous voyez, on peut le penser avant même que la technologie soit déployée. Sauf qu'en réalité, tout ça impose des contraintes techniques qui pourraient entraver l'innovation. C'est-à-dire à surajouter des risques et anticiper. À la fin, c'est ce que me disait un ingénieur, il me dit, mais à la fin, on ne fait plus rien. Concrètement, on ne fait plus rien. Donc en fait, le dilemme de Colin-Gritch ajoute une couche supplémentaire dans l'équilibre entre ce que je vous disais, anticipation et rétroaction. C'est un équilibre dans l'anticipation des risques par rapport aux bénéfices qu'on anticipe. Vous voyez, et là, c'est une question métaéthique en fait ici, c'est-à-dire comment on se positionne, qui doit se positionner véritablement pour statuer sur l'acceptation de certains risques qu'on serait prêt à prendre pour designer ces technologies pour qu'elles arrivent vite, en quelque sorte, sur le marché. Donc, vous voyez, en phase avancée, on verrait les effets de la technologie en question et effectivement, les médecins pourraient développer des biais d'automatisation très forts. Mais si jamais les médecins développent des biais d'automatisation très forts et qui se servent de cette technologie de façon vraiment très, à une forte fréquence, comment on va faire a posteriori pour rétropédaler? La rétroaction, elle ressemblera à quoi? Est-ce que ça veut dire que c'est les politiques qui vont devoir discuter sur est-ce qu'on interdit cette technologie, est-ce qu'on l'arrête provisoirement? Mais l'arrêter, ça veut dire quoi? Vous voyez, je prends l'exemple de ChatGPT. On n'a pas anticipé l'impact sur l'éducation, sur les pleins d'effets, je vous en passe. Et au moment où on a commencé à réfléchir, on était déjà à la version ChatGPT 4 et les études montraient que les 18-24 ans avaient multiplié par 100, je crois, par rapport à ce qui avait été fait un an avant, l'utilisation de ChatGPT. Donc vous voyez, c'est ce genre de problème en réalité que pose le dilemme de Colin-Gritch. Alors, j'avance. Lorsqu'on parle d'éthique appliquée à l'intelligence artificielle en santé, on oppose souvent deux types d'approches éthiques. Et donc là, on va rentrer dans les définitions vraiment de l'éthique. Une approche macro appelée top-down et une approche micro bottom-up. Alors concrètement, ça veut dire quoi l'éthique bottom-up, pour commencer? Elle part du terrain, elle part des médecins, elle part des chercheurs, elle part des patients. Et on va aller sur le terrain, il y a des personnes des sciences humaines qui vont aller sur le terrain, qui vont questionner et qui vont demander quel genre de problèmes concrets vous rencontrez, quel genre de problèmes éthiques vous rencontrez, selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour les résoudre, etc. À partir de là, on va faire remonter les problèmes et les solutions proposées sur le terrain pour essayer de cadrer en haut, en quelque sorte, des principes qu'on pourrait, a posteriori, appliquer. À l'opposé, l'approche top-down, qui correspond justement à ce que propose l'IA Act. Alors désolé, je vais faire une critique de l'IA Act, mais une critique constructive. L'approche top-down part dans une logique inverse, une philosophie complètement inverse. Elle repose sur des règles et des principes généraux que vont définir des institutions nationales ou supranationales. Et l'objectif va être d'encadrer l'innovation pour éviter les dérives. C'est-à-dire on part de grands principes en haut et on va demander à ceux d'en bas, entre guillemets, de les appliquer. Alors, le problème de ces deux approches, c'est que lorsqu'on les prend individuellement, il y a des problèmes des deux côtés. Des problèmes des deux côtés. Alors, pour l'approche top-down, le problème, c'est que les principes éthiques formulés
à un niveau très abstrait, peuvent parfois trouver du mal à être appliqués, à être rendus opérationnels. Et ça peut également poser des questions éthiques aux ingénieurs, aux concepteurs des technologies, et ça je vais y revenir. À l'opposé, l'approche bottom-up, son problème, c'est que c'est une approche empirique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez aller consulter tous les médecins que vous voulez ou tous les patients que vous voulez pour savoir leurs problèmes. Mais une fois que vous avez tout ça, comment vous pouvez mettre en place ensuite un cadre normatif qui serait capable de régler le problème du plus grand nombre si ce n'est juste qu'une juxtaposition de problèmes particuliers? Très compliqué également. Par conséquent, en philosophie, on développe un autre cadre qui est un cadre méta-éthique, qui est un cadre qui est censé dépasser ces deux approches éthiques et régler certains problèmes. Et là, de nouveau, vous voyez, on est de nouveau sur une question d'équilibre, un équilibre réfléchi pour savoir comment articuler intelligemment ces deux approches éthiques à des fins pratiques. Et alors, c'est de ça dont je veux vraiment vous parler. C'est que tout ça va poser un problème d'articulation entre éthique et technique. Parce que l'e-santé ou la santé algorithmique, c'est également parler de la façon dont les technologies sont designées du côté de ceux qui les designent. L'intelligence artificielle, qui est aujourd'hui de plus en plus présente et qui le sera de plus en plus dans l'avenir, ça c'est une évidence, peut introduire des biais algorithmiques. Alors pourquoi je parle de biais algorithmiques? Parce que l'IACT est censé dire qu'il faut éviter, lorsqu'on construit nos technologies, de générer des biais. Alors les biais algorithmiques peuvent être présents à différents niveaux. Lors de la collecte des données, par exemple, une sous-représentation de certaines populations dans les pools d'entraînement des IA fait que vous développerez nécessairement des biais algorithmiques. Vous voyez, sur mon programme de recherche qui se situe en Europe, les cohortes de patients, elles sont majoritairement d'origine caucasienne. Et donc, par conséquent, tous les chercheurs avec qui j'ai interagi m'ont dit, bon, mais là, il va falloir faire quelque chose, déjà pour se conformer à l'IACT, on commence par ça, et au-delà de ça, pour avoir une technologie sans biais. Mais vous allez voir, c'est pas si simple. Deuxième type de biais, le biais lors de la sélection des modèles. Avant même de parler des données qui entraînent les modèles, il faut se demander quel genre de modèle on veut mettre en place. Est-ce que donc des algorithmes qui peuvent favoriser certains résultats plutôt que d'autres, et comment on le justifie éthiquement? Mais vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Comment on le justifie éthiquement? L'IACT ne dit rien techniquement sur ce qu'on doit faire. Elle dit tout sur les principes qu'il faut implémenter, mais elle laisse les ingénieurs avec leurs propres techniques. Je vais y revenir. Et ensuite, lors de la validation des résultats, par exemple, s'il y a un manque de vérification des biais déjà existants. Donc, l'IACT, concrètement, le problème, c'est qu'elle part de principes généraux. Par exemple, justice et équité, ça nous a été présenté d'ailleurs tout à l'heure. L'idée, c'est d'avoir des normes associées à ces principes. Alors les normes, pour réaliser la justice et l'équité, ça peut être la transparence des systèmes et la non-discrimination des systèmes. Mais le but, ce n'est pas d'en rester aux normes, c'est qu'ensuite, faire passer les normes en règles pratiques pour les ingénieurs qui vont designer ces technologies. Et quelles peuvent être les règles pratiques pour une norme de type transparence, non-discrimination qui satisfait un principe de type justice-équité? Ça peut être l'évaluation préalable des biais, faire un travail sur les biais, une utilisation des données de haute qualité, diversifiées, représentatives, la réalisation d'audits réguliers pour identifier et corriger les biais, par exemple. Mais alors, si tout semble clair sur la façon dont les principes se transforment en normes, et ces normes en règles, et ensuite ces règles en design à proprement parler dans les technologies, est-ce que les ingénieurs ont toutes les réponses pour implémenter les principes en question? C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent créer des technologies, des outils éthiques, puisque c'était la question. L'IACT, d'abord, n'indique pas comment détecter et corriger les biais. Par exemple, l'IACT ne dit rien sur les tests statistiques à appliquer. L'Altai Checklist, de son côté, ne précise pas comment garantir la représentativité des données, surtout quand les bases existantes sont déjà biaisées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les questions éthiques, vous voyez, elles ne se posent pas juste aux médecins qui vont utiliser des outils. Elles ne se posent pas juste vis-à-vis des patients. Elles se posent également vis-à-vis des ingénieurs, des concepteurs qui vont proposer les outils aux médecins. Et se demander si un outil est éthique, est-ce que mon logiciel est éthique, puisqu'on peut revenir sur ça, mais mon logiciel est éthique à condition que le concepteur
applique une technique éthique pour pouvoir respecter des principes eux-mêmes relevant soi-disant de l'éthique que l'IACT demande à implémenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'IACT laisse les développeurs livrés à eux-mêmes pour interpréter et appliquer ces principes. Alors, en l'absence de cadre théorique strict, les ingénieurs sont renvoyés à leur propre éthique. Ça, c'est en discutant avec des informaticiens que j'ai compris ça. Cela revient à une sorte de déontologie du code, une sorte de serment d'Hippocrate pour les ingénieurs, où, en réalité, chaque concepteur doit s'engager à respecter les principes éthiques de l'IACT, ok, mais selon sa propre éthique de la technique. Et c'est là où on arrive à un problème philosophique de taille. Je vais vous prendre un exemple concret pour illustrer tout ça et que ça ne reste pas juste dans le monde des idées. Imaginez une IA où on aurait des biais. Donc certaines populations sont sous-représentées, je vais reprendre cet exemple-là, parce qu'on a mené des études ou les poules de données sur des personnes majoritairement donc caucasiennes par exemple. Comment corriger ces biais? Les ingénieurs, c'est la question qu'ils vont se poser immédiatement. Je dois respecter les principes de l'IACT, comment je corrige les biais? Il y a deux techniques possibles. Par exemple, créer des données artificielles. C'est ce qu'on appelle des données synthétiques dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les données synthétiques, le problème, c'est qu'on va créer des patients artificiellement, qui n'ont rien à voir avec des patients biologiques existants, pour compenser, par exemple, certaines caractéristiques des patients qui sont initialement dans le pool de départ. Sauf que, alors, les ingénieurs, il y en a énormément qui utilisent les données synthétiques. ChatGPT fonctionne que comme ça au passage, hein, pour information. Le problème, c'est un problème de transparence dans la technique de débiaisage utilisée. C'est-à-dire s'il y a un problème et qu'on veut essayer de remonter à la construction des données qui sont responsables d'un problème, on va remonter comment, en fait, si jamais les patients en question, on n'est pas capable de voir concrètement comment ils ont été générés par l'IA. Autre problème, le recalibrage statistique. Il y a des ingénieurs qui me disaient, en fait, on peut tout simplement recalibrer statistiquement le pool de données. Comment? Sans données synthétiques, mais juste en ajustant les pondérations de l'algorithme afin de corriger les biais identifiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... ouais, ça... Voilà, et on arrive à ça. C'est-à-dire, vous avez majoritairement un pool de patients hommes, par exemple, pour entraîner l'algorithme. On n'a que 3 patients femmes pour je ne sais pas combien de patients hommes. Eh bien, on va fortement pondérer les patients femmes pour contrebalancer le biais. Sauf que là, il y a un problème qui émerge immédiatement. Jusqu'à quel point modifier les résultats sans introduire un biais inverse? Et vous voyez, les ingénieurs, en réalité, les concepteurs, c'est que ce genre de problème qu'ils affrontent lorsqu'on leur dit l'IACT vous dit que vous devez faire ça. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive ici à un conflit entre les principes qui sont liés à un manque de réflexion peut-être philosophique sur la relation entre l'éthique et la technique. Conflit entre les principes, l'IACT nous dit justice non-discrimination. Ok, on va chercher à débiaiser. Les ingénieurs proposent des techniques. L'IACT dit « Ah oui, attention, mais là, vous ne respectez pas le principe de transparence dans les techniques que vous allez utiliser pour débiaiser vos données. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des principes qui entrent en contradiction au niveau top, en haut, et que le niveau bottom, en bas, ben, chacun est livré à sa propre éthique. Bon, voilà. Voilà une sorte de critique. Alors après, moi, je suis philosophe, donc je n'ai pas de solution. Mais... Mais en tout cas, identifier les problèmes, c'est déjà pas mal. Après, c'est pas à moi de les résoudre. Combien? Nous, on est juste des utilisateurs finaux qui avons envie de les utiliser, ces outils, en faisant le moins de conneries possible, parce que sinon, potentiellement, on bute des gens. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Hein. Si on peut échanger comme ça, c'est comment tu vois dans ce dispositif avec tous les biais, ça m'évoque 2 choses. Un, j'ai bien compris que quand il n'y a pas de données, il faut bricoler les données pour avoir des données utilisables. Or, une des grandes lacunes de la médecine générale, c'est d'avoir un manque de données quasi chronique sur ce qui est la réalité de mon métier. C'est-à-dire faire des diagnostics pointus sur des IA entraînés quand on est hématologue, ça me paraît un peu plus facile. Enfin, c'est peut-être que sur les 25 patients
que je vais voir sur une journée qui vont être tous différents sur des situations différentes. Oui. Donc ma question était, comment tu vois la place des utilisateurs dans ce que tu viens de dire sur... Les médecins généralistes, par exemple, quand tu dis des utilisateurs qui recevraient ce genre de... Oui, où tu mets les utilisateurs d'IA de manière à ce qu'ils soient suffisamment cultivés, entre guillemets. Et c'est exactement ce qui arrive. Donc la transition, elle est parfaite. Promis, on l'a pas fait exprès, on n'a pas répété. Elle est parfaite. Alors je ne sais pas si ça répondra vraiment à ta question, mais je vais chercher à y répondre. Alors la boîte noire, tu peux passer. Tu m'arrêtes si vraiment je déborde trop. Alors pour répondre à cette question, en réalité, la question c'est de savoir jusqu'à quel point on doit élargir la notion du soin. C'est-à-dire les médecins, alors par exemple les médecins généralistes qui font pas forcément de recherche dans le champ de l'IA et qui pourraient hériter de certains outils, comment ils font pour bien utiliser des outils, sachant qu'ils n'ont pas forcément de compétences dans la façon dont ces outils ont été conçus, designés. Alors, moi, d'abord, là encore une fois, je parle en tant que philosophe, j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'en discutant avec tous les médecins, alors spécialistes, pas généralistes, mais de mon projet, j'ai remarqué une proposition fausse, conceptuellement, que tous les médecins me donnaient, enfin selon moi, qui n'est pas juste. Ils nous disaient, il suffit qu'une intelligence artificielle ou qu'un outil soit fiable pour qu'on puisse avoir une confiance éthique dans cet outil. Voilà le genre de proposition qu'on a eu sur le terrain. Sauf que, en réalité, fiabilité technique et confiance éthique ne se recoupent pas et l'un n'entraîne pas l'autre. Pourquoi ? Selon moi, il faut revenir au concept d'interprétabilité pour comprendre pourquoi cette proposition est fausse. Pour les médecins, cette confiance en question ne devrait pas reposer uniquement sur les performances de l'algorithme. Par exemple, ce que tu disais, c'est-à-dire si on nous vend que l'algorithme est fiable techniquement, alors on peut y aller les yeux fermés, on n'a pas besoin de s'informer plus que ça. Pourquoi ? Parce qu'avant tout, il me semble que la confiance éthique dans un outil et dans la bonne utilisation d'un outil de type algorithmique se base avant tout sur la capacité à comprendre comment fonctionne l'outil un minimum, à interpréter les résultats de cet outil en fonction de comment il produit ce résultat, mais également à être capable de contextualiser les résultats de l'outil dans la prise, au sens large, de la décision médicale. Vous voyez ? Et tout ça, c'est ce que j'englobe sous la notion d'interprétabilité. Comment on interprète l'outil, le résultat et l'utilisation clinique du résultat. Voilà. Donc, dans ce contexte, moi personnellement, je pense que l'interdisciplinarité doit être poussée dans son sens fort, au niveau de la recherche du moins. Là, je suis désolé, je parle plus au niveau de la recherche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le médecin qui est impliqué dans un programme de recherche sur l'IA et qui interagit toutes les semaines avec les bioinformaticiens de son équipe pour savoir comment les données sont structurées, mais interagit également avec les concepteurs ou les ingénieurs qui sont en train de tester ces données dans l'IA, eh bien, ce médecin-là doit prendre en considération véritablement comment fonctionne l'IA pour ensuite éventuellement mettre en place, je ne sais pas moi, des formations ou des ateliers avec des médecins généralistes pour leur expliquer le jour où ils reçoivent un outil qui a été designé d'une certaine façon, les biais, les risques à éviter dans l'utilisation de l'outil. Tu peux passer. Je suis très en retard. Ok. Alors, je voulais vous expliquer ce que j'appelle cette interdisciplinarité médecin bioinformaticien ou médecin concepteur à partir d'un cas particulier. Je vais aller vite parce que je voudrais vous parler de la boîte noire. 10 minutes, c'est ça ? Ouais, 10 minutes, hein ? Il me reste 10 minutes ? Non, voilà, c'est ça. Ok, bon, on va passer sur la boîte noire directement. Moi, j'aimerais juste montrer cette diapo précédente à tous les gens là qui ont des stands pour nous vendre des trucs à côté avec des algos et juste leur dire, écoutez, nous on bosse sur l'éthique en e-santé, est-ce que ça vous dit pas, vous aussi, de faire juste des outils qui répondent à nos attentes et qui soient pas juste un MeToo pour se positionner sur un marché ? Voilà, c'était ma petite pensée en voyant cette diapo.
Du coup, je laisse tomber. Alors, super. Stop. Super. Alors, juste la notion de boîte noire, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, elle est essentielle. En épistémologie, du moins, c'est une des notions fondamentales qui a fait couler énormément d'encre. Et je voudrais vous montrer l'impact qu'a la notion de boîte noire dans le domaine de la santé. Pas juste vous expliquer théoriquement ce qu'est la boîte noire, mais voir concrètement qu'est-ce que ça peut entraîner au niveau clinique, en fait, cette fameuse boîte noire. Alors, juste, la boîte noire, je vais vous l'expliquer rapidement. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Et je vais m'appuyer sur mon propre projet de recherche pour cela. Alors, une IA qui a pour objectif de prédire les risques de récidive du cancer, on va l'entraîner avec des données issues de cohortes de patients, et ces données peuvent être de différentes natures. Des données omiques, qui sont des données génétiques, on est sur l'ordre du million de données, enfin vraiment c'est quelque chose de colossal. Les données radiomiques, par exemple la teinte de gris d'une tumeur, l'épaisseur de la tumeur, la forme de la tumeur après extraction, et les données clinico-pathologiques, bon, vous savez très bien ce que c'est. Ces données, elles vont servir à entraîner l'algorithme, et on va donner également à l'algorithme le résultat, c'est-à-dire tel patient avec telle donnée, il a récidivé, lui, au bout de 3 ans ou au bout de 2 ans. Et on va faire ça pour tous les patients. Et ensuite, une fois que l'algorithme aura tourné, on va essayer de lui donner les données d'un autre patient, et cette fois on ne lui donne plus la solution, et c'est lui qui va devoir nous dire le score, c'est-à-dire le pourcentage de risque de récidive. Alors, ça, c'est le mode très basique du fonctionnement de l'IA. Est-ce que tu peux... Super. Le modèle va mouliner, et en réalité, il va attribuer à chacune des données, donc imaginez qu'il y en ait des millions, c'est ça la difficulté, il va attribuer à chacune des données un poids statistique. Et ce poids statistique, c'est l'implication de la donnée vis-à-vis du score final que va nous donner l'algorithme. C'est-à-dire que s'il nous dit 70% de chances que ce patient récidive, l'idée, ça va être de savoir, mais il s'est appuyé sur quoi pour dire 70% de chances? Dans les données clinico-pathologiques, il était fumeur, c'est fortement impliqué dans les 70%. Il avait telle mutation sur tel allèle. Ou au niveau des données radiomiques, il avait la tumeur comme ça plutôt que comme ça, etc. Ces poids, sachez qu'il y a des millions de données, ces poids, en réalité, on n'y a pas accès. Voilà. On n'y a pas accès, ou on y a accès difficilement, parce que c'est plus compliqué que ça, mais là je simplifie, on y a accès très difficilement du fait de l'énorme nombre de données qui sont brassées. Mais la boîte noire, c'est pas que ça, c'est qu'en réalité, une IA, elle va reparamétrer ses poids pour réduire ses marges d'erreur lorsqu'on va lui donner plus de données de différents patients. Et ce reparamétrage des poids, lorsqu'on fait un peu de sciences cognitives, je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec ça, avec ce domaine, c'est qu'en réalité, tous les paramètres se reparamètrent en même temps. Tous les poids statistiques changent à chaque fois qu'on implémente de nouvelles données et qu'on voit la marge d'erreur de l'IA se modifier. Donc en fait, non seulement on n'a pas accès forcément au poids, mais en plus de ne pas avoir accès au poids, imaginez si on y avait accès, tout se reparamètre en permanence. Donc on y a encore moins accès. Voilà en gros le principe général de la boîte noire. Super, tu peux passer. Voilà, et donc la dernière chose que j'ai à vous dire et j'arrête. Quel impact ce modèle théorique de boîte noire a pour le médecin? Alors c'est en discutant avec, encore une fois, les oncologues de mon projet que je me suis rendu compte en fait véritablement l'impact que ça avait. En gros, vous comprenez, ce genre d'IA, un médecin qui utiliserait ce genre d'IA, il utilisera le score de sortie de l'algorithme et ça pourra lui être utile. 70% de chances de récidive, on va donner un traitement néoadjuvant à tel patient pour éviter que. 50% de récidive, on va mettre en place un suivi accru. Ok, mais en réalité, ce genre de connaissances qu'aura le médecin, il ne dira absolument pas comment on peut agir véritablement sur la cause qui va engendrer la récidive ou dont l'algorithme nous signale qu'il va y avoir récidive. Et en fait, les médecins, ce qu'ils me disaient, c'est que la boîte noire, c'est un véritable souci au niveau de la recherche, parce qu'en réalité, ce qui intéresserait un médecin généraliste, par exemple, c'est que l'IA, que le médecin spécialiste, l'oncologue qui utilise cette IA, lui dise « On s'est rendu compte que ton patient, là, il a 70% de chances de récidiver, et en ouvrant la boîte noire, on s'est rendu compte que l'IA, c'est 70% de chances, elle s'est fortement appuyée sur le fait que ton patient, il a pris pendant 10 ans un traitement antidépresseur que tu lui as prescrit. »
Parce qu'il se passerait quoi à partir de là? Le médecin généraliste qui aurait accès à cette information pourrait immédiatement, enfin du moins un collectif de médecins pourrait tirer la sonnette d'alarme et dire il faut légiférer, il ne faut plus prescrire ce traitement antidépresseur parce qu'on s'est rendu compte en ouvrant la boîte noire ou si on se rend compte que telle mutation sur tel allèle est fortement impliquée dans le score de sortie. On pourrait immédiatement demander à des généticiens, lorsqu'on prélève les données génétiques du patient, d'aller immédiatement chercher tel allèle pour voir s'il a muté, etc., etc. Vous voyez, donc c'est très rapide et c'est très simplifié, mais c'est le genre de réflexion épistémologique qu'on se pose, nous, du côté de la philosophie des sciences, pour essayer de voir quels sont les problèmes en fait, théoriques au niveau de la recherche qui se posent vis-à-vis des questions liées à la boîte noire et à l'intelligence artificielle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, vous aurez donc toutes et tous compris que devant le juge, il faudra dire « c'est pas moi, c'est l'IA ». Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ouvrir cette boîte noire ? Alors, encore une fois, là, j'ai simplifié. Je ne sais pas s'il y a des concepteurs, des ingénieurs dans la salle, mais j'ai simplifié pour expliquer la chose. Il y a des techniques, les heatmaps notamment, que je n'ai pas eu le temps de développer, qui cherchent à essayer de clarifier les données. Les données, disons les poids, mais en réalité le problème c'est que il y a déjà trop de données et les reparamétrages sont trop complexes. Et ce que m'expliquait un bioinformaticien, c'est qu'en réalité ceux qui pourraient ouvrir la boîte noire, finalement ceux qui sont les plus à même de comprendre ce que fait l'IA, c'est des mathématiciens qui vont travailler sur des fonctions mathématiques tellement complexes que même si les médecins avaient accès à ce travail-là, cliniquement ils n'en feraient rien en fait. Ça serait même pas utile pour eux. Mais on commence à voir des IA qui analysent d'autres IA. Ils pourront nous dire si elles sont éthiques. Complètement. Mais... Juste une petite réflexion qui me vient quand je pense à ça. Je repense à ma première année, en P1, où on nous a appris comment fonctionnait une IRM. Et on faisait beaucoup de physique médicale, de biophysique, et on nous a appris le spin de l'atome, le T1, le machin, etc. Et finalement, on nous apprenait comment fonctionnaient nos outils. On nous a aussi appris comment fonctionnait une radio, les rayons X, les stétos, etc. Tout ça. Sauf que ça, c'était il y a longtemps, c'était dans notre formation initiale. Mais de nouveaux outils apparaissent. Est-ce que ce ne serait pas effectivement normal qu'on apprenne comment fonctionnent nos nouveaux outils? Petite réflexion. Une question, s'il vous plaît. Alors, les micros marchent pas. Allez-y, c'est le moment des questions dans la salle. Les micros marchent pas. Le micro marche pas, viens chez nous. On m'avait promis qu'il marcherait. Celui-là ? Celui-là, il marche. Là, celui-là, il marche. Parfait. Alors, moi, j'ai une question avec une analogie très grossière. Vous me pardonnerez, je n'ai pas du tout vos compétences. Je ne suis pas médecin généraliste, je ne suis pas philosophe, etc. Mais pour moi, recentrons en fait ce que c'est qu'un outil d'IA. C'est d'abord un outil. Et donc, des outils en médecine, on en a de nombreux. Et ces outils, par exemple, on va dire, les chirurgiens, quand ils utilisent une pince qui va leur servir à faire une anastomose de façon automatique, c'est hyper intéressant. La pince a été co-construite par des médecins. Mais au total, cette technologie qui est développée par des ingénieurs, elle est testée a posteriori sur son niveau d'efficacité lors d'essais cliniques. Et la question que je me pose, c'est a-t-on vraiment besoin d'aller dans ce niveau de détail de ce qui se passe à l'intérieur de la machine si en fait on a une réglementation qui fait que l'on traite les outils d'IA lorsqu'ils sont destinés, lorsqu'ils ont ce projet-là, comme des dispositifs médicaux numériques avec l'obligation de pouvoir tester l'efficacité, sachant qu'en fait les critères d'efficacité, y compris par exemple l'équité d'accès aux soins, l'équité de traitement, peut être jugée a posteriori. Et donc de se dire, si en fait l'outil ne répond pas ou n'est pas satisfaisant d'un point de vue clinique, bah en fait il dégage quoi. Et ensuite, ces ingénieurs peuvent retravailler sur l'outil, même si je comprends tout à fait que le niveau de détail, etc., de ce qui se passe dans la machine est hyper important. Quelle est la place de la réglementation et du contrôle, de la mise sur le marché des outils, des dispositifs médicaux numériques? Du coup, tu es content de me la refiler celle-là.
Donc évidemment, il n'y a pas une réponse absolue et toute faite. On a vu qu'il y a une réglementation qui évolue activement, qui essaie de s'adapter. Parce qu'on est passé rapidement sur l'EDIA, mais en fait, même au-delà de l'IA Act, au niveau du ministère de la Santé, on est en train de travailler à une version déclinée plus spécifiquement et plus moderne de l'IA Act et des différents labels qui la composent. Ce qui est certain, c'est que on a vu le dilemme de Cambridge. On ne veut pas bloquer complètement toute modalité d'innovation et on ne sait pas encore ce qui va advenir. Et pour autant, on sait que dans une pensée d'éthique by design, il y a un certain nombre de principes qui nous paraissent intangibles, et tu l'as évoqué, du coup la transparence, la co-construction, la finalité qui doit servir avant tout à ses utilisateurs avant potentiellement de se faire des sous ou de sucrer les actionnaires. Donc c'est un certain nombre d'éléments qu'on veut infuser dès le départ, mais et c'est tout l'enjeu de l'éthique, c'est une attention permanente. Donc soit on bloque tout d'emblée mais il se passe rien, soit on apprend ensemble, on suit quelques grandes règles de départ, on les adapte au fur et à mesure, et actuellement on est plutôt dans cette logique-là, en restant hyper attentif aux usages, à ce qui se passe, à l'efficacité sur le terrain, tu vois, on voit les outils qui arrivent, du coup, est-ce qu'ils sont développés DM, tu vois passer les trucs là de l'HS, les travaux de l'HS qui vont commencer à regarder beaucoup plus dans ce détail les DM. Donc on avance en marchant avec cette histoire d'IA, je crois que c'est un élément collectif, mais globalement, en essayant de se rappeler collectivement ce que c'est que marcher, donc la façon dont c'est de marcher en étant déontologique, donc en se fixant des grandes règles de fonctionnement, et également en étant téléologique et pratique. Du coup, la fin, c'est quoi ? C'est avant toute chose que ce soit au service des patients et des professionnels, et pas de l'IA par exemple pour elle-même. C'est pas une certification DM numérique qui va faire que tu l'utilises ou que tu l'utilises pas. Le problème de l'outil, c'est aussi, globalement, dans un exercice professionnel, de quels outils tu es tenu d'utiliser ou pas. Moi, j'ai un vieux principe, hein, si on a comme outil qu'un marteau, on voit tous les problèmes comme des clous. En fait, là, une des problématiques, c'est que la multiplicité des outils va forcément impacter pas uniquement au niveau de la mise sur le marché. Il y a une réflexion globale vite fait, c'est dans tout ce dont on vient de parler sur une semaine de travail de médecin généraliste, combien de fois ça va être pertinent ? Chez combien de patients ? Parce qu'on parle beaucoup de diagnostic, mais en fait, dans notre métier, on fait très très peu de diagnostic finalement. Donc, c'est tout ça. Moi, il me semble que l'essentiel, c'est que le couple usager-professionnel soit présent à toutes les étapes. C'est compliqué parce que trouver des représentants des usagers, trouver des représentants des professionnels, c'est pas qu'un problème de moyens, c'est un problème. Mais mon credo, c'est que pour nous, généralistes, le collège, il est là pour ça. Et il doit être à tous les endroits. Oui, moi, je trouve que ces systèmes ne sont pas très adaptés du tout à la médecine générale. Parce que la médecine générale, c'est aussi un rapport humain. Et le rapport humain, alors peut-être que les philosophes auront d'autres algorithmes, mais quand le patient sort du cabinet en disant merci docteur, ça m'a fait du bien, je me sens déjà beaucoup mieux alors qu'il n'a rien pris, on n'a pas fait d'ordonnance, comment vous le catégorisez ? Je pense qu'il n'y a pas d'algorithme qui fait ça, parce que la discussion et le rôle du médecin généraliste, il n'est pas là-dedans. Et autant ça va dans des technicités très spécialistes des matos, de radio, la relation humaine, elle est difficilement quantifiable. Mais quand on est en généraliste, on vient vous voir pour un mal de ventre, et puis en fait, il y a autre chose derrière. Et c'est parce qu'on connaît les patients, parce qu'on est justement médecin de famille, et dans cet algorithme-là, ça s'explique pas. Et on a même cette problématique avec nos internes quand ils sont dans nos cabinets. Le bug, c'est justement parce que la discussion au cours du fil de la vie, on les voit pas parce que c'est pas noté même dans nos consultations. On le marque pas là-dedans. Donc comment voulez-vous qu'une IA arrive à analyser les éléments non verbaux, les éléments, alors c'est l'analyse peut-être du ton, de la conversation, du décryptage, d'autres choses, mais ce sont pas. Et je pense que si vous faites des analyses comme ça, sans partir des vrais besoins
du médecin, j'ai l'impression qu'on est un peu à l'envers. Que si on part on a l'impression qu'on sert de testeur pour des algorithmes, mais il faut partir de nos besoins pour faire l'algorithme. À 100% d'accord, mais je te donnerai un contre-exemple. Il y a une étude qui a été faite en Suède de tête, je cite de tête, où ils ont fait analyser par une IA les appels du SAMU et la prédictivité de l'IA versus du régulateur à imaginer que c'est réellement un problème cardiaque. Et en fait, l'IA est plutôt simplement en termes d'analyse de la voix, plutôt plus pertinente que le régulateur. Alors, c'est un tout petit exemple. Ce que tu dis, ça va dans le même sens. C'est nous, médecins généralistes, on n'a pas les mêmes besoins que ma collègue Emato en termes d'IA. Peut-être qu'un jour ça viendra. Peut-être qu'un jour ça viendra. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Une question au fond ? Oui, bonjour. Merci pour ce débat parce que je crois qu'il était d'un très haut niveau et effectivement c'est passionnant. Alors, on a eu un philosophe devant nous. À chaque fois qu'on a un philosophe, on essaye de comprendre ce qu'il dit. On a l'impression que si on a compris, on est intelligent. Donc j'ai eu l'impression d'être intelligent pendant 5 minutes, mais c'est très bien. Dites-moi, ce que je vois, c'est que vous avez beaucoup parlé, d'accord. On est dans un monde moderne, il y a l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je suis enseignant en médecine générale et je suis, moi, plutôt dans la réflexivité, dans l'analyse des données, mais en médecine générale, dans une vision holistique. Je ne vais pas employer tous les grands mots. Et c'est vrai que l'utilisation de l'intelligence artificielle, j'ai du mal à le cadrer. Par contre, c'est à madame que je m'adresse et j'ai trouvé ça très intelligent. Je trouve que le côté éthique, pour moi, dans l'utilisation des outils informatiques, c'est plutôt ce qu'on va en faire et la sécurisation des données. L'histoire nous a appris que de faire des listes, que de pouvoir utiliser un outil informatique qui va pouvoir, au bout d'un moment qu'on ne pourra plus contrôler parce qu'il y a une mauvaise utilisation des données, puisque ce sont des données qui sont mémorisées, risque peut-être d'être délétère pour l'être humain. Et moi, j'ai beaucoup plus peur. J'utilise un logiciel, par exemple, sur un serveur, et j'ai toujours cette appréhension de me dire, mais si un jour, il y a quelqu'un, on voit l'évolution du monde, hein, parce que là, aux États-Unis, on a quelqu'un qui dit que peut-être pour soigner le Covid, il suffit de s'injecter de l'eau de Javel. Donc on voit que l'intelligence humaine, elle n'est pas toujours à la bonne place. Est-ce que dans ce que vous faites dans le référentiel, il y a vraiment une grande partie sur la protection des données? Ouais, du coup, ça fait partie des critères assez fondamentaux qui ont été mis en évidence dès les discussions des principes européens. Cette sécurité des données, c'est malheureusement le corollaire de l'informatisation. Du coup, on sait que chaque médicament a potentiellement des effets indésirables, et qui dit informatisation dit risque cyber ou risque de perte de données. Alors, est-ce que c'est un risque qui doit empêcher l'utilisation du médicament? Comme toujours, c'est une question de pondération. Avant, on n'avait pas accès à la donnée, du coup, on savait pas prendre en charge nos patients, puis on perdait les dossiers, ou bien ils étaient brûlés malheureusement dans un incendie du cabinet, et du coup, on avait perdu tout l'historique des patients. Donc là, on a un risque cyber, c'est une réalité. Donc, on a actuellement une attention très forte. Par exemple, dans la vague de Ségur, dont on est en train de finaliser le cahier des charges, on va imposer à vos éditeurs de logiciels des tests d'intrusion, des exigences de cybersécurité, des modalités sur l'hébergement des données de santé. Et en tout cas, on s'impose très fortement une attention sur ce sujet dont on sait que c'est une préoccupation, et d'ailleurs les patients nous le disent bien. Merci à toutes et à tous. Nous sommes un peu en retard, alors je vais faire la conclusion en me levant. Il y a une chose dont on a besoin, je pense tous, c'est que vous vous intéressiez à vos outils, que vous vous en empariez, et que vous travaillez avec leurs concepteurs pour ne pas que ces outils vous échappent, nous échappent, et fassent de la médecine générale autre chose que ce qu'on a envie d'en faire. Merci à toutes et à tous. Intéressez-vous à la chose, participez au groupe de recherche, allez dans vos DMG, participez aux ateliers sur l'IA, sur les logiciels métiers et tutti quanti. Très bonne soirée à toutes et à tous.
tac, échappe.